Nous allons ouvrir ces 3 jours de séminaire et l'honneur m'en a été confié par le président Daniel Percheron, que je remercie de sa confiance. Et nous allons avoir le plaisir, puisqu'il est ici parmi nous depuis 2 jours, d'accueillir Jérémy Rivkin à Lille pour la 2e fois. La première, c'était au mois de novembre dernier. Jérémy Rivkin était venu ouvrir le 6e World Forum Lille au mois de novembre et il nous avait à l'époque présenté sa vision du monde, sa vision des mutations qui sont les mutations que nous vivons, qui sont en cours et celles qui nous attendent, avec l'épuisement des matières premières fossiles, avec l'émergence et le développement de nouvelles énergies, de nouvelles technologies, avec aussi de nouveaux modes de production et de distribution, que ce soit pour l'énergie avec des réseaux de type Internet, mais je pense qu'on y reviendra largement au cours de ces 3 jours, et puis aussi de nouveaux modes de production de produits manufacturés avec la fabrication additive, avec ces fameuses impressions 3D, impressions en 3 dimensions. Et tout cela donnant lieu à une 3e révolution industrielle. Cette 3e révolution industrielle, selon le sous-titre du livre de Jérémy Rivkin paru l'an dernier, étant en quelque sorte l'amorce d'un pouvoir latéral qui va transformer l'énergie, l'économie et le monde. Un pouvoir latéral, cela montre bien que nous ne sommes pas simplement dans la technique, dans la technologie, mais également bien dans l'organisation humaine. Alors le propos, à l'époque, nous était apparu comme étant visionnaire, bien évidemment, mais aussi réaliste. Pourquoi réaliste? Simplement 2 exemples. Il y a 25 ans, Internet n'existait pas. Et je me souviens, il y a 25 ans, d'un certain nombre de remarques ironiques à propos justement du développement des possibilités qui étaient ouvertes par Internet. Nous voyons bien aujourd'hui, 25 ans après, 25 ans seulement, la place qu'Internet a pris dans nos sociétés. Et il faut se dire que dans les 25 années qui vont suivre, il se passera certainement autant de bouleversements qu'au cours des 25 années précédentes. 2e exemple, j'évoquais tout à l'heure la fabrication additive, l'impression 3D. Il y a 4 ou 5 ans, quand on évoquait ces sujets, je me souviens même, quand ce sujet a été largement évoqué dans le livre de Jérémy Rivkin, il y avait des petits sourires amusés en disant « mais ça ne marchera jamais ». C'est une vue de l'esprit complète. Et aujourd'hui, nous savons bien et nous voyons bien que l'impression 3D, la fabrication additive, est devenue une réalité, on dirait même une réalité galopante, tant elle est amenée à se développer dans le monde entier et en France. Et de ce point de vue-là, nous entendons bien tenir aussi notre place. Et donc, nous avons une véritable révolution qui est en marche, qui n'est pas devant nous, nous sommes déjà dedans. Et nous savons, nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, quelles conséquences peuvent avoir les mutations économiques et les mutations technologiques. Nous avons été les champions de la première révolution industrielle, nous avons été mis à mal par la 2e, et nous entendons donc saisir toutes les opportunités que peut nous offrir la 3e révolution industrielle. C'est ce que nous nous sommes dit, avec Daniel Percheron, avec Jean-François Caron, avec l'exécutif du Conseil régional qui est devant nous. On s'est dit que nous avions une opportunité, nous en avons en tout cas la volonté de faire du Nord-Pas-de-Calais une région pilote, une région laboratoire de la 3e révolution industrielle. Et c'est pour cela que nous avons souhaité nous appuyer sur l'expertise de Jérémy Rivkin et de ses équipes, avec pour objectif de présenter le 25 octobre prochain, en clôture du 7e World Forum Lille, un master plan, un plan stratégique, mais un plan stratégique qui nous porte vers quelques décennies en avant. Je ne sais pas quel en sera l'objectif, 2030, 2040, 2050, mais avec des applications qui soient des applications immédiates. C'est-à-dire que dès le 25 octobre, nous voudrons lancer des opérations qui soient des opérations labellisées 3e révolution industrielle, créatrices d'activités et créatrices d'emplois. Et pour cela, la 2e condition, indépendamment du travail de Jérémy Rivkin et de ses équipes, c'était que nous soyons capables, dans notre région, de mobiliser toutes nos forces. Et on sait que c'est probablement l'exercice le plus difficile. Et nous avons souhaité nous rassembler
quelles que soient nos différences par ailleurs, les forces politiques, la région, le conseil régional, les 2 conseils généraux, Nord et Pas-de-Calais, des communautés urbaines, celle d'Arras, celle de Lille, celle de Dunkerque, les forces économiques avec le réseau des chambres de commerce et d'industrie et puis les autres représentants du monde de l'entreprise et les entreprises elles-mêmes, et puis aussi les représentants des activités sociales, du monde universitaire, etc. Bref, d'essayer d'avoir une sorte de forum d'orientation le plus large possible. Et je crois que rien que ce rassemblement-là est déjà unique pour lancer la 3e révolution industrielle en Nord-Pas-de-Calais. On n'est pas d'accord sur tout, c'est évident. Nous ne sommes pas d'accord sur la totalité des options qui sont devant nous, mais au moins, on est d'accord sur la nécessité de rentrer dans cette 3e révolution industrielle et de retrouver pour notre région un grand élan d'espérance. Sous la direction de Claude Langlais, qui est ici et qui est le directeur du projet, la cheville ouvrière du projet. 8 groupes de travail dans notre région ont été mis en route, ici. Et ces 8 groupes de travail ont opéré en liaison avec Jérémy Rifkin et avec ses équipes. Ce séminaire est un point d'étape du travail qui a été accompli. Il nous restera bien évidemment un certain nombre de pistes à approfondir. Ce séminaire n'est donc pas un aboutissement, c'est un point d'étape à mi-parcours. C'est un moment important qui nous permettra, nous l'espérons tous, de déboucher sur le master plan que nous attendons de Jérémy Rifkin au mois d'octobre prochain. Je passe maintenant la parole à Jérémy Rifkin. Il veut un micro. Il va arpenter. Oui. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on est cartésiens. Il manque un micro pour la moitié du XXIe siècle. C'est toujours les petits détails, hein, qui montrent la fragilité des entreprises humaines, aussi ambitieuses soient-elles. Nous avions oublié que notre prophète ne parlait pas comme un notable des forces vives du Nord-Pas-de-Calais assis à la tribune. C'est pour nous que je dis ça, en le saluant, bien sûr. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, le président Pécheron, président Vasseur, c'est un vrai plaisir de me trouver encore une fois dans cette région. C'est vraiment quelque chose de très excitant pour parler de quelque chose de si important. Donc, juste avant de démarrer, je voudrais vous dire que ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec la région, notre équipe mondiale et l'équipe spectaculaire de cette région, du monde des affaires, du gouvernement et la société civile. Et nous avons travaillé avec eux pour travailler sur des relations d'Internet et on va avoir un plan collaboratif qui va personnaliser le déploiement de la 3e révolution industrielle ici dans la région. C'est un grand privilège d'avoir des grandes sociétés françaises, des multinationales, Schneider, Exo, Bouygues, ERDF, Alstom, Nissan, etc. parmi nous, ainsi que des cabinets d'architectes tels que Cloud9, Smith Shapiro, Stefano Berario d'Italie et plein d'autres sociétés. Donc, si vous me permettez, je voudrais juste vous présenter Accenture qui va faire le rapport. Donc, c'est un grand plaisir d'accueillir Bruno Breton. Vous êtes où, Bruno? Bruno, levez-vous. Il est en tête de la département des stratégies de développement durable chez Accenture. Ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Est-ce que vous voudrez dire quelques mots? Bonjour, Bruno Berton. C'est un grand plaisir
pour Accenture de travailler avec Jérémy sur le développement de ce master plan. Nous sommes une grande société avec un PDG français qui habite en France, ce qui est assez rare aujourd'hui, et avec un effectif de 5000 personnes en France. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on va prêter notre aide à la région. Donc, juste avant de démarrer, s'il y a des caméras, est-ce que vous pouvez vous reculer? S'il y a des photographes, vous pouvez rester là-bas, mais je voudrais que ça soit un peu plus calme et paisible, s'il vous plaît. Donc, juste pour démarrer avec une note importante. Il y a eu un événement cette semaine. Il y a eu un rapport cette semaine dans la presse mondiale. C'était un tout petit article, mais c'était un article, le deuxième article le plus important qu'on a eu depuis les débuts de l'existence de notre espèce sur la planète. Il n'y a eu aucune réponse. Pas un seul État, pas un seul chef d'État a répondu à un rapport qui était publié sur le changement climatique. C'est désolant. Nous sommes en train de dormir. C'est quelque chose qui a été rapporté à Hawaï, que maintenant nous avons atteint 400 ppm de CO2 par million. 400 ppm. Donc, on n'a pas eu plus que 280 ppm depuis 100 000 ans. On n'a jamais eu 400 000 ppm depuis 3,5 millions d'années. Donc la dernière fois qu'on a eu un niveau de carbone aussi élevé, c'était pendant l'ère de Pléistine. C'était un monde complètement différent qui a existé. Donc c'est le changement climatique qui se déchaîne. C'est beaucoup pire que les projections, les prévisions d'il y a 5 ans, d'il y a 20 ans. Donc James Hansen, jusqu'à quelques semaines, était le chef climatologue pour le gouvernement américain. Il vient de donner sa démission après plusieurs années de service. Et lui, il nous a rapporté, quand on s'est rendu à Bruxelles, parce que j'étais conseillère à l'Union européenne, quand on s'est rendu à Bruxelles, on voulait avoir un niveau de 400 ppm et l'espoir c'était atteindre ce niveau à 2050 et peut-être il y aura une augmentation de température de 2 degrés qui sera dévastateur, mais une condition avec laquelle on pouvait survivre. Et à cette époque, il a regardé les statistiques, il a dit on s'est trompé sur les chiffres. Si on pense qu'à 400 000 ppm, on va garder ce niveau à 2050, on ne va pas augmenter de 5 degrés, on va augmenter la température moyenne de 6 degrés et ce sera la fin de la civilisation telle qu'on la connaît actuellement. Nous sommes déjà au niveau de 400 000 ppm à Hawaï et d'autres endroits dans le monde. Donc le monde est endormi. Nous sommes ici à Lille, au sein de la région Nord-Pas-de-Calais, pour faire quelque chose d'essentiel. Nous ferons office de phare, non pas uniquement pour cette économie française, mais il est important de faire en sorte d'assurer une transition la plus rapide possible, parce que d'ici à 2030, il faudra que l'on ne soit plus dépendant du carbone. C'est la raison pour laquelle nous travaillons à ce schéma directeur grâce à la collaboration avec la région. Et cette région était la première à démarrer la première révolution industrielle. Et il est donc plus qu'approprié que nous soyons ici. Il est important que cette région mène cette troisième révolution industrielle et qu'elle puisse nous aider à ne plus être dépendant du carbone. Il est important, en tant que région, de montrer l'exemple au reste du monde. J'espère m'exprimer clairement ici. Au cours de ces 5 dernières années, nous avons connu des changements capitaux. Comprendre ces événements nous permet d'y voir plus clair dans la feuille de route à suivre. Tout d'abord, juillet 2008. Je suppose que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce mois-là. Nous avons connu des sommets au niveau du baril de pétrole. À l'époque, tous les prix au niveau de la chaîne d'approvisionnement planétaire ont connu une hausse
considérable. Et tout cela était possible à cause des carburants fossiles, à cause d'une économie, reposant sur les carbones, reposant sur les engrais et sur les fertiliseurs. La plupart de nos produits pharmaceutiques sont constitués de produits pétrochimiques. Les fibres synthétiques sont constituées de produits pétrochimiques. Même chose pour l'éclairage, pour les moyens de transport. L'entièreté de cette civilisation dépend des dépôts et des gisements de carbone. Et donc, quand en 2007, le prix du baril a dépassé les 90 $, eh bien, les autres prix ont continué à augmenter. On a connu une flambée des prix, notamment des prix des denrées alimentaires partout sur la scène internationale. Et lorsque le prix du riz, du maïs ont commencé à doubler ou à tripler à cause du prix du pétrole, on voulait absolument s'assurer à ce que ces milliards de personnes puissent avoir de quoi se nourrir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé lors de ce mois 2008, mais à l'époque, on a commencé à acheter. C'était une véritable folie. Les prix étaient beaucoup trop élevés. En juillet 2008, nous savions quel était le prix du baril de pétrole. Ça a été une véritable catastrophe économique, un véritable tremblement de terre économique. Et ce tremblement de terre a eu un certain nombre de secousses et de répliques. Évidemment, ces répliques n'ont pas eu la même ampleur que ce tremblement de terre, mais il est important pour nous de nous réveiller et de pouvoir redresser la barre. Et maintenant, il est important... C'est vrai qu'au niveau de notre planète, nous avons fait énormément de choses pour essayer de faciliter la mondialisation. Et maintenant, nous savons quelle est la zone dans laquelle le niveau du prix du baril va fluctuer. Le problème, c'est que si nous nous retrouvons ici dans une telle situation, c'est tout simplement parce qu'en 79, nous avons connu un pic au niveau de la production pétrolière, même chose en 2006. En 1979, si nous savions à l'époque, au moment de la distribution des réserves pétrolières, que, si nous partagions toutes les réserves, eh bien, c'était probablement le maximum de pétrole qu'on aurait pu avoir. Et puis, on a trouvé d'autres gisements de pétrole. Il y a eu un véritable essor démographique. Si nous distribuons maintenant toutes les réserves pétrolières aux 7 milliards d'êtres humains qui occupent la surface de la Terre, eh bien, on atteindrait probablement par personne le niveau le moins élevé de pétrole. Vous savez probablement que les géologues ont adopté une posture assez controversée par rapport au pic de pétrole mondial. Le problème, c'est qu'on ne peut plus maintenant se permettre les prix tels qu'ils sont pratiqués. En 2011, l'Agence internationale pour l'énergie a laissé tomber une bombe sur la communauté économique. Nous savons combien nous dépendons de cette agence pour tout ce qui concerne les prévisions énergétiques. Et l'agence a dit qu'en 2006, nous avons atteint le niveau de pic. Mais l'Agence internationale de l'énergie a dit que cela allait nous coûter 3 trillions de dollars dans les prochaines années à venir pour pouvoir nous remettre sur pied. Et donc, lorsque, à l'époque de la deuxième révolution industrielle, nous avons enregistré les connus de croissance que nous avons connus, un tiers de la race humaine, eh bien, la croissance agrégée, étant donné la présence de pétrole, était beaucoup trop élevée. Les prix sont partis à la hausse, de nombreux prix sont partis à la hausse, d'autres ont diminué. Et donc voilà où nous sommes. Maintenant, tout le monde se dit c'est parfait, les prix diminuent, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'activité économique. Si vous voyez que les prix diminuent, ça veut dire que l'économie est en train de faire du surplace. Et donc, on a, en 2010, décidé de réapprovisionner les stocks. On a connu des petits pics pendant le premier trimestre de 2012. Il suffit de regarder la situation des principales grosses sociétés telles que Unilever, Colgate. Des communiqués de presse ont été sortis de la part de ces entreprises disant que leur niveau de profit avait diminué.
tout simplement à cause de l'impact que cette crise a eu sur leurs produits. Leurs produits, s'ils sont constitués de produits pétrochimiques et à cause du prix du pétrole, ils ont dû augmenter les prix de leurs produits. Et maintenant, nous sommes en phase de second ralentissement. Nous connaissons un cycle de 5 ans de croissance, de ralentissement suivi de croissance et de ralentissement. Difficile d'en sortir. Il y a d'autres carburants fossiles. Nous avons les sables au Canada, les sables bitumineux au Canada. Mais le problème, c'est que tout cela coûte très, très cher. On parle beaucoup des gaz de schiste, mais il est beaucoup plus cher d'essayer d'extraire du pétrole, du rocher et du sable que de le prendre à la sortie des puits de pétrole en Arabie Saoudite. Et les sables bitumineux ne sont pas compétitifs. Ils sont tout simplement sur le marché. Pourquoi? À cause du prix du pétrole brut. En ce qui concerne les gaz de schiste, regardez la bulle. Ce que l'on voit au niveau des institutions financières, c'est que l'on voit finalement que de plus en plus aux États-Unis, il leur faudra quoi? Il leur faudra 18 mois avant d'épuiser les gaz de schiste qui sont refermés dans les gisements. Cette bulle va exploser. Et déjà, nous voyons que les prix bougent au niveau des bourses. Les gaz de schiste vraiment ne sont pas une solution. Et au fur et à mesure que nous allons prendre le chemin de ces carburants fossiles, nous allons essayer, bien sûr, de continuer à remplir les objectifs de Copenhague. Il est important de pouvoir rompre cette dépendance par rapport au carbone. De nombreux leaders du monde, c'était en 2009, si je ne m'abuse, qui ont fait le déplacement à Copenhague. Ils ne sont pas arrivés à un accord. Maintenant, nous sommes en 2013 et voyez où nous en sommes. Et donc, en 2007, le GIEC a annoncé qu'il fallait s'attendre à une augmentation de 3 degrés au niveau de la surface de la planète. Mais finalement, cette augmentation de 3 degrés va nous ramener au Pléocène. Et cela interviendra d'ici la fin du siècle. Ce que l'on comprend à propos du changement climatique, c'est finalement son impact sur la planète. Le problème, c'est qu'il y a encore énormément de choses qui restent inexpliquées. Le changement climatique fait peur. Il va perturber le cycle hydrique de l'eau. Voilà l'impact que cela a sur l'eau. Cette planète a évolué après des millions et des millions d'années grâce à son régime hydrique. Vous saviez, on avait envoyé je ne sais pas combien de satellites ou d'engins interplanétaires pour essayer de trouver de l'eau sur les planètes. Et on avait l'habitude de dire que sans eau, il n'y a pas de vie. D'où l'importance de ce régime hydrique. Pour chaque degré qui augmentera sur la planète Terre à cause des activités industrielles, pour chaque degré, et l'atmosphère va absorber 7% de plus de précipitations à cause de la chaleur qui va absorber les précipitations et cela va entraîner de nombreux changements au niveau du cycle hydrogéologique. Il faudra donc s'attendre à beaucoup plus de précipitations. Il faudra s'attendre à des hivers beaucoup plus rudes, beaucoup plus longs, beaucoup plus rigoureux. Les sceptiques vous disent « Oh, le changement climatique, mais non, il ne fait pas plus froid. » Ils n'ont absolument aucune idée de ce dont ils parlent. Il faut s'attendre à des périodes hivernales beaucoup plus longues, beaucoup plus rigoureuses, des périodes de sécheresse également. Il faudra également s'attendre à la formation de plus de tsunamis, de plus d'ouragans, de plus de tornades. Il y a des expériences qui sont menées au moment où je vous parle au niveau de la planète Terre. Et le problème, c'est que nous ne comprenons pas l'énormité de ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Et ce qui se passe maintenant à cause du changement hydrique est tel que l'écosystème, malheureusement, ne peut pas s'adapter suffisamment rapidement à ces bouleversements. Et cela entraîne une forte instabilité au niveau des différentes régions. Ici, compris en France, nous avons connu des périodes de sécheresse beaucoup plus prononcées. Bon, maintenant, il semble que nous allons connaître différentes phases d'extinction. À chaque fois que nous avons connu une telle extinction, eh bien, il y a eu de fortes perturbations au niveau de la vie. Il faut 10 millions d'années en termes géologiques pour restaurer la perte
au niveau de la biodiversité. Tous les modèles montrent que nous sommes en route vers la 6e vague d'extinction. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre 60% de toute cette biodiversité d'ici la fin du siècle. Et maintenant, avec ces 400 parts par million, je ne sais pas à quoi va ressembler le prochain monde. Ma femme a l'habitude de dire que nous ne saisissons pas l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Il n'y a aucune garantie pour notre espèce. Nous sommes de véritables bébés sur cette planète. Nous sommes l'espèce la plus jeune, même si nous sommes évolués du point de vue anatomique, mais nous sommes là depuis combien de centaines de milliers d'années sur la surface de la Terre. Nous ne sommes que des bébés. Nous croyons être éternels. Nous croyons que nous serons là à tout jamais. Plus de 95% des espèces qui ont parcouru la surface de cette terre ont disparu. Et nous sommes à 400 parts par million. Et mon directeur européen, un petit garçon d'1 an, et j'essaye de m'imaginer ce à quoi le monde va ressembler pour lui à la fin de ce siècle. Il est important d'être rapide. Il est important de développer une nouvelle vision pour le monde. Une vision de laquelle on ne pourra pas se détourner. Il est important de faire bouger les choses ici, à Lille, rapidement, pour montrer que cela est possible. Il est important, d'ici 30 ans, d'oublier le carbone et de tourner le dos au carbone. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi ces révolutions industrielles. Il est important de plancher sur une feuille de route et il est important d'essayer d'ouvrir la porte à cette nouvelle ère qui sera la nôtre. Les révolutions économiques se sont produites lorsque différents phénomènes ont fusionné. Les révolutions technologiques et les révolutions économiques. Nous, êtres humains, nous sommes particulièrement inventifs. Nous avons connu différents régimes au cours de notre histoire. Des régimes énergétiques qui nous ont permis de nous rassembler en unité, en flux d'énergie. Nous pouvons créer des compétences professionnelles, nous pouvons nous doter d'habitats dans lesquels vivre, mais ces régimes énergétiques vont amener de nouvelles complexités, ce qui va entraîner une révolution technologique également, afin de savoir comment gérer ces complexités. Il est important de pouvoir bien gérer ces révolutions, afin de pouvoir gérer au mieux l'empreinte écologique, afin de pouvoir procéder à un changement de paradigme, de changement de conscience. Par exemple, au XIXe siècle, nous avons connu une grande convergence des énergies de communication. C'était une première révolution industrielle. Nous sommes passés de la presse manuelle à la presse à vapeur. Et avec la presse à vapeur, nous sommes arrivés à produire en masse énormément d'impressions. On a parlé de l'Internet. Et ce qui est intéressant à propos d'Internet, c'est que l'Internet permet de diminuer les coûts de transaction. Ça vous permet d'envoyer des informations très rapidement. Et à l'époque, eh bien, c'est exactement la même chose que la presse à vapeur a rendu possible. Ce qu'il a fallu faire à l'époque, c'est essayer de trouver des systèmes qui soient moins onéreux. Nous sommes d'ailleurs redevables aux écoles françaises pour les avancées qui ont été réalisées en la manière. Il est important de pouvoir bien gérer cette révolution industrielle. Nous n'aurions jamais pu organiser la révolution industrielle sans une main-d'œuvre éduquée et instruite. Ça aurait été impossible, ça aurait été impossible. Et puis au XXe siècle, nous avons connu une autre révolution industrielle avec l'électricité centralisée, tout particulièrement le téléphone. Ensuite, nous avons connu la radio, la télévision qui sont devenus des moyens de communication nous permettant de gérer les zones urbaines et suburbaines pour en faire véritablement une société de masse. Ça, c'est ce qu'a fait la deuxième révolution industrielle. Mais elle est en train de mourir de sa belle mort. Nous en voyons les signes partout. Est-ce que vous croyez que l'énergie nucléaire, l'énergie fossile va continuer à coûter de moins en moins cher au XXIe siècle? Les technologies telles que le moteur à combustion interne, eh bien, il n'y a absolument plus de productivité au niveau de ces technologies. Elles ont épuisé leur productivité. Et ce sont des technologies qui coûtent cher, qui ont besoin d'une assistance. Elles doivent vivre sous respirateur. Nous avons beaucoup de chance.
parce que nous sommes à l'aube d'une troisième révolution industrielle. Les choses bougent en Europe, en Allemagne, l'Allemagne qui a vraiment une longueur d'avance, même chose pour le Danemark, mais la France va très rapidement les rattraper grâce à cette région et grâce à d'autres régions. Comme le président a dit lorsqu'il parlait d'Internet, en 1990, nous avons connu le début du World Wide Web. Il y a 30 ans de cela. Nous avons connu une révolution en matière de communication au cours de ces 20 à 30 dernières années. Ce qui est intéressant à propos d'Internet, c'est que c'est une révolution d'information et ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle s'est organisée. Moi également, j'ai connu la révolution qu'a représenté les journaux, les magazines, la radio et la télévision. Mais ce qui est intéressant à propos d'Internet, du point de vue de la révolution technologique, c'est que Internet n'est pas centralisé. Internet n'est pas descendant. Internet est prévu pour être distribué, pour fonctionner de manière collaborative, pour finalement ne pas être centralisé, pour dépendre des pairs. Cela est capital si l'on veut comprendre la prochaine période de notre histoire. Et lorsque les gens disent « mais comment être là à l'heure et ne pas louper le rendez-vous », nous avons connu l'émergence du World Wide Web en 1990 et maintenant un tiers de la race humaine prend un petit téléphone portable. On les distribue littéralement, où vous n'avez qu'à payer 25 $ pour avoir un ordinateur de poche. Et un tiers de la race humaine peut mettre de la vidéo et des textes sur Internet pour quasiment rien du tout, des cacahuètes. Et ils envoient leurs textes, leurs vidéos à la vitesse de la lumière. L'Internet est distribué, l'Internet est collaboratif. Il y a un véritable pouvoir qui est créé par les pairs et cela a été rendu possible en l'espace de 22 ans. Et nous ne sommes qu'à mi-parcours. Cette communication facilitée par Internet va maintenant fusionner avec un nouveau régime énergétique. Les communications collaboratives vont commencer à fusionner avec des énergies redistribuées qui doivent s'organiser de manière collaborative. C'est essentiel. Nous avons ce dont nous avons besoin pour pouvoir franchir le cap. Les énergies distribuées, c'est quoi? Eh bien, je vais les comparer à l'uranium, au gaz naturel, ces énergies que l'on connaît. Vous retournez chez vous ce soir, vous n'allez pas les trouver au fond de votre jardin. Non, il faut des investissements militaires, il faut des investissements géopolitiques majeurs pour pouvoir les trouver. Il y a de nombreuses personnes qui ont perdu la vie pour pouvoir garantir l'accès à ces ressources. Les énergies distribuées, c'est quoi? À l'issue de cette conférence, vous aurez toute l'énergie dont vous aurez besoin et qui vous entoure. Vous aurez besoin, en fait, vous avez accès à beaucoup plus d'énergie que ce dont vous avez besoin. Le soleil brille tous les jours. Moi, ça m'amuse toujours de voir l'industrie énergétique dire « mais vous êtes sûr que les panneaux solaires vont nous permettre d'avoir suffisamment d'énergie ?» Mais n'oubliez pas d'où nous venons. La planète Terre vient du Soleil. Tout ce qui est présent à la surface de la planète Terre vient du Soleil. Si le Soleil ne peut pas nous donner suffisamment d'énergie, eh bien alors on est foutu. Le vent souffle 24 heures sur 24 à la surface de la Terre. 20% de ce vent nous donne 7 fois plus de puissance que cette économie mondiale aura jamais besoin. Au-dessous de la Terre, nous avons un noyau géothermique, ce qui nous a été légué par le Soleil, un noyau très très chaud. Et nous pouvons très bien l'utiliser, l'exploiter pour satisfaire nos besoins énergétiques. Les régions côtières peuvent également utiliser l'énergie que représente la mer, notamment l'énergie marémotrice. Nous avons suffisamment de ces énergies distribuées. Il y a suffisamment de ces énergies que pour alimenter nos besoins en matière d'énergie jusqu'à la fin du monde. L'Union européenne s'est engagée de manière
officielle par rapport à la révolution industrielle. J'ai eu la chance de travailler avec l'Union européenne. Il s'agit d'un plan officiel, un plan qui a été avalisé par le Parlement européen en 2007. Et il est maintenant au niveau de la Commission européenne de ces agences. Mais les choses ne bougent pas suffisamment rapidement. Nous croyons être suffisamment avancés, mais le problème, c'est que nous n'avançons pas suffisamment rapidement. C'est la raison pour laquelle ce que nous allons faire ici au niveau de cette région va permettre de faire bouger les choses au niveau européen. Donc il y a 5 piliers à cette révolution industrielle et je peux vous dire que l'Allemagne et le Danemark ont fait beaucoup de progrès. Et ma prévision, c'est que la France va les rejoindre. La puissance industrielle va se rejoindre à l'Allemagne d'ici les 12 mois à venir. Et quand la France et l'Allemagne se réunissent pour faire bouger cette révolution industrielle, ça va entamer un changement partout dans l'Union européenne. C'est pour ça que nous avons le RDF, Bouygues, Schneider, toutes les grandes sociétés, Erexo et Nissan et Alstom se réunir avec tous ces partenaires de business puissants dans cette région parce qu'on a l'impression qu'il y a énormément de débouchés, il y a énormément de probabilités. Le premier pilier, c'est de réduire, d'utiliser les énergies renouvelables à l'auteur de 20% d'ici 2020. Chaque région doit être au niveau de 20%. D'ici 2000, un tiers d'électricité produite par chaque région doit être une énergie verte. Donc, le deuxième pilier, comment est-ce qu'on capte et on distribue les énergies distribuées? À Bruxelles, on s'est dit, bon, on va aller en Espagne, en Italie, à Grèce, il y a beaucoup de soleil, on va installer des collecteurs solaires et on va envoyer toutes ces énergies en Europe. On va avoir du vent capté en Irlande, on va le mettre sur les fermes et on va les envoyer en Europe. Et on aura l'hydroélectricité de la Norvège. Donc, on n'est pas opposé à ces parcs d'énergie renouvelable énormes. Ils sont faciles, ils sont très bien, mais on ne peut pas gérer tout un continent sur des poches de parcs qui se trouvent à gauche, à droite. C'est assez naïf comme approche. Si les énergies renouvelables, ce qui leur rend puissant, c'est qu'ils sont partout, ils sont distribués. Pourquoi les collecter dans certains points seulement? Si c'était le cas, l'Allemagne collectera pas d'énergie solaire. Et maintenant, c'est le pionnier dans ce domaine. C'est le pays en tête. Donc, le deuxième pilier, si ces énergies renouvelables se trouvent partout dans la région et partout en Europe, où les capter, où les collectionner, ou là où ça se trouve l'infrastructure. Le deuxième pilier, c'est les constructions, les bâtiments. On a des bureaux, des maisons, des usines, des bâtiments qui utilisent le plus d'énergie, créent le plus de CO2. Le deuxième cause, et j'ai dit ça la dernière fois que j'ai été en France, le deuxième cause du changement climatique, c'est l'élevage de bœuf. Et le troisième, c'est le transport. Il n'y a pas un seul leader mondial qui s'est prononcé contre la deuxième cause de ce changement climatique. C'est la production-consommation de bœuf et l'élevage. Ça fait qu'on n'est pas sérieux, c'est une honte. Donc, le but, c'est de transformer tout bâtiment existant dans cette région et puis en Europe à une centrale personnalisée. Donc, vos maisons, vos bureaux, vos usines en Nord-Pas-de-Calais. On va transformer tous ces bâtiments en centrales électriques pour avoir de l'énergie solaire du toit, du vent, d'énergie géothermique et le recyclage des déchets. Donc, tous ces bâtiments sera à pouvoir positif. On était avec Bouygues cette semaine, qui a produit le premier bâtiment de électricité positive et c'est une investissement aussi important que le développement du moteur thermique pendant la deuxième révolution industrielle. Et cet immeuble se trouve près du siège de l'OCDE dans la banlieue parisienne et ça capte beaucoup de soleil, ça subvient à tous ses besoins et ça envoie de l'électricité sur le réseau d'électricité. Et ce projet a été repris par 25 universités et donc nous avons notre équipe avec nous, notre équipe d'architectes et commence à chercher aussi des sources d'électricité à émission zéro. Donc cela va redémarrer l'économie française, et ça va aussi créer des millions d'emplois et des milliers de sociétés. Et chaque bâtiment dans cette région doit être équipé et avec
ces infrastructures installées. Et on aura 30 ans de PME et énormément d'emplois. Tout le monde aura sa propre centrale chez soi. Vous vous rappelez, il y a 30 ans, il y a 4 ou 5 ans, sociétés qui avaient des ordinateurs. Maintenant, c'est quelque chose qui est possédé par des milliards de personnes. On va faire la même chose au niveau de l'énergie. Donc, voici une analogie. Je ne suis pas naïf, mais je suis plein d'espoir que, encore une fois, avec l'Internet, comme vous avez parlé, je suis très contente que vous avez parlé de l'Internet, Monsieur le Président. En 1970, on avait quelques ordinateurs centralisés qui valaient des centaines de milliers de dollars. Il y avait quelques sociétés qui partageaient les informations. Puis il y avait l'arrivée de Steve Jobs et quelques jeunes. Ils ont inventé le PC. Et aujourd'hui, il y a un tiers de la race humaine qui utilise les ordinateurs. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons quelques sociétés de production d'électricité. Eux, ils fournissent l'électricité et on achète. Mais maintenant, avec des tarifs de rachat en Europe, il y a plusieurs de petits acteurs qui produisent des énergies vertes. Donc, il y a quelques milliers qui produisent leur propre énergie. Éolien, hydro, solaire, géothermal. D'ici les prochaines 10 années, on aura des dizaines de milliers de bâtiments existants sur la planète qui seront transformés et qui vont produire leur propre énergie. D'ici les 20 ans à venir, donc on a le net que depuis 20 ans, donc d'ici 20 ans à venir, on aura des centaines de milliers de bâtiments existants et nouveaux qui seront des centrales électriques, que ce soit des bureaux, des usines. La courbe de coût est pareille que ce qu'on a eu avec l'Internet. C'est exponentiel. Et les courbes exponentielles peuvent être déceptives. Ça double. Et après 15, 16 fois, ça donne pas grand-chose, mais après, ça démarre. Donc, avec les ordinateurs, on a doublé la connaissance, on a amoindri les coûts et on a fait énormément de progrès au sein de 20 ans. Donc maintenant, ce qui est important, ce qu'on voit, c'est les courbes exponentielles dans le domaine solaire et éolien. Et ça suit la même courbe que les ordinateurs. Donc ce que je vous dis ici aujourd'hui, sur la base de ce qui existe au niveau des projections et des prévisions, donc, les technologies d'exploitation pour l'énergie renouvelable, éolien, solaire d'abord, et puis les convertisseurs biomasse et géothermique, les coûts vont baisser et la productivité va monter. Et d'ici 20 ans, comme avec ce qui s'était produit avec le net, le coût de toutes ces technologies d'exploitation, que ce soit au niveau du solaire, vent, géothermal, ce sera aussi bon marché que les GSM et les ordinateurs, les PC d'aujourd'hui. Ça suit la même courbe et puis l'énergie sera libre. Ce qui fait peur à ces sociétés d'électricité, c'est le coût pour la production des énergies renouvelables est quasiment zéro. C'est quasiment gratuit. Donc, une fois qu'on a un système d'Internet, le coût d'envoyer l'information, on paye juste le prestataire pour les services. Donc, une fois qu'on aura l'infrastructure pour les renouvelables énergies, même si vous le faites au niveau de vos maisons, d'ici 6 ans, toute l'énergie que vous allez produire après le retour sur investissement sera quasiment gratuit. Le soleil, le vent, la chaleur dans le sol. Imaginez, on aura des énergies renouvelables produites quasiment à aucun coût. Et la productivité va dépasser tout ce qu'on a eu au sein du premier et deuxième révolution industrielle. Donc, deuxième pilier, tout le monde aura sa propre centrale. Donc, troisième pilier, il faut trouver un endroit pour stocker ces énergies. Il n'y a pas toujours du soleil ici à Lille. Parfois, il y a le vent qui souffle la nuit, on le veut au cours de la journée. Il y a des problèmes avec les nappes phréatiques et puis on a des sécheresses et pas de hydroélectricité. C'est des énergies intermittentes. On est en faveur de tout type d'équipements de stockage. Les pompes à eau, les condensateurs, les piles à combustible, on est en faveur du tout. Mais on s'est beaucoup investi au niveau de l'hydrogène parce que c'est l'élément de base de l'énergie. Ça stocke les énergies et c'est une grande modularité. On peut l'utiliser dans un petit appartement, dans une grande usine. On ne peut pas faire pareil avec les batteries. On investit à 8 milliards d'euros
pour le déploiement des piles à hydrogène. Donc, il y aura un capteur solaire qui va générer de l'électricité. Si vous avez un surplus, vous allez le prendre et le stocker dans l'eau. Donc, une fois que ça rentre dans l'eau, ça va forcer l'hydrogène vers un réservoir. Quand il n'y a pas de soleil, vous convertissez cet hydrogène vers l'électricité par voie d'une pile à combustible. Donc, il y aura des pertes thermodynamiques minimes par rapport à ce qui est perdu, par rapport aux pertes qu'on subit quand on a les électricités combustibles à chaque étape nucléaire. Donc, pilier 4, il s'agit de l'Internet. Et il s'agit de la réseau de distribution d'électricité pour avoir un paradigme complètement nouveau avec des technologies qui sont prêtes à employer. On va transformer toutes les lignes de transmission et d'électricité dans le Nord-Pas-de-Calais. On va prendre toutes les lignes d'électricité, les transformer, les mettre en structure d'Internet. Donc, quand tous les bâtiments collectent juste un tout petit peu d'électricité, puis c'est stocké par voie d'hydrogène, comme le média est stocké par voie numérique. Et pour quelques installations, si vous n'avez pas besoin de votre électricité, vous pouvez programmer vos ordinateurs et vos logiciels avec des apps que vous trouvez sur les dispositifs mobiles pour envoyer votre électricité par voie d'un système d'Internet jusqu'à d'autres pays. Comme on a des informations qui sont partagées en forme numérique et partagées en ligne. Donc, on va avoir un système de smart grid. Pilier 5, les transports et logistique. Cette région est un noyau de logistique de transport pour l'Europe. C'est un carrefour et ce sera votre point fort. Vous allez transformer ce cœur de logistique à une Internet du troisième révolution industrielle. Il y aura un Internet de logistique, d'information. Il y a les véhicules électriques. Tout sera produit en série par les grands constructeurs. On va pouvoir connecter les véhicules partout, avoir une électricité verte et partout où vous garez votre voiture, il y aura une fiche, une station de charge et vous allez pouvoir connecter votre voiture et si c'est au bon prix, si vous êtes au travail et la voiture est stationnaire, vous pouvez vendre l'électricité stockée dans votre véhicule au réseau. Donc, si 25% de tout véhicule, 25% des véhicules dans un flotte hydrogène et électricité, ils peuvent éliminer toute centrale dans le monde parce qu'il y aura assez de puissance stockée. Donc, ces 5 piliers ne veulent rien dire, par contre, toute seule. C'est juste utiliser tout. Il faut pouvoir lier tous ces piliers pour avoir une plateforme technologique et une infrastructure au sein de cette région pour une révolution industrielle qui va changer le paradigme. Donc, il y a plein de régions. C'est mon avertissement. On parle beaucoup des projets pilotes, il y a beaucoup de conférences de presse, ils regardent de leur programme de partage de vélos ou le programme d'installation. Tout ça, ce sont que des projets pilotes. Il faut pouvoir tout lier et créer une vraie infrastructure. On était la première région industrielle parce que c'est vous qui avez créé la première infrastructure. Pendant la deuxième révolution industrielle, il fallait l'automobile et puis après toutes les outils sur les lignes d'assemblage. Il fallait installer les voies, les rues, les pipelines, l'électricité centralisée, le téléphone pour pouvoir communiquer. Donc, ce que je vous dis maintenant, c'est qu'il y a des régions qui existent partout dans le monde qui ont des projets pilotes, mais des pilotes isolés. Et ils parlent de la révolution, mais c'est pas là où se trouve la révolution. Et c'est là l'échec d'Obama. Il voulait une révolution verte. Il a dépensé des millions de dollars des Américains et on n'a pas encore la révolution parce qu'il a dépensé sur des projets individuels. Une usine solaire dans un État, une usine d'automobile dans un autre État, mais pas lié. Au niveau de l'Europe, on s'est rendu compte de ça. Il faut tout lier. Le problème, c'est qu'on ne fait pas assez de progrès sur les différents
piliers. Donc, on a plusieurs personnes, par exemple, qui essayent d'avoir une électricité verte distribuée sur un réseau et qui est unisens et qui a 20% des fuites au niveau d'électrique. Donc, le réseau électricité ne peut pas gérer tous les petits acteurs qui envoient leur électricité parce qu'on n'a pas fait assez de progrès avec le pilier numéro 4. Il y a des régions maintenant qui ont tellement réussi avec leur électricité verte, ils produisent 30, 40 jusqu'à 70% d'électricité verte. On perd 3 sur 4 kilowatts parce qu'on n'a pas assez de capacité de stockage. Pilier 3, comment est-ce qu'on peut investir dans une technologie d'énergie quand on perd autant de kilowatts? Puis on a les constructeurs automobiles comme Nissan et Daimler qui s'inquiètent. Ils investissent des milliards sur des voitures électriques, mais s'il n'y a pas de l'infrastructure pour pouvoir les connecter, à quoi bon? Ce qu'on va faire dans cette région, le plan, c'est qu'on va établir les infrastructures. Il y a le président Hollande qui a tenu une conférence de presse la semaine dernière. Et ce qu'il a dit, c'est qu'on va investir énormément d'argent en France dans les nouveaux investissements, les nouvelles infrastructures pour le pays. Mais où mieux démarrer qu'avec la troisième révolution industrielle? Ce que je dis aujourd'hui au président Hollande, c'est que si vous investissez dans l'infrastructure de la deuxième révolution, on ne va jamais avancer. On peut réparer les routes et les ponts, mais en France, il faut que chaque région qui doit s'engager à mettre en œuvre les 5 piliers de cette révolution industrielle et le gouvernement français peut les aider à établir les codes, les régulations, les normes et l'interopérabilité. Parce que si cette région développe l'infrastructure, il faut que ça soit interopérable avec tous vos voisins, pas local, mais international aussi. Il faut être sérieux. Il faut penser de façon systématique. Donc, je pense que l'annonce du président Hollande sur les nouveaux investissements, s'il vous plaît, n'investissez pas dans l'infrastructure qui est en voie de disparition de la deuxième révolution industrielle. Investissez dans la troisième révolution industrielle. Travaillez la main dans la main avec les régions et prends la position de leader avec l'Allemagne. Donc, 22% d'électricité verte produite en Allemagne pour le premier pilier. 35% prévu pour 2020. Pilier 2, ils ont déjà converti 1 million de bâtiments à des centrales qui produisent un peu d'électricité. 1 million. Donc, un tiers de million d'emplois créés. Pilier 3, ils travaillent avec E.ON. Et ils sont en train d'équiper les installations d'E.ON avec des installations de stockage de facilité. Pilier 4. Il y a eu une distribution d'énergie en Allemagne. Pilier 5. Temjes a établi des stations de décharge et des piles à combustible avec Vettel. On a eu ISE qui est avec nous. Dr Weber, vous êtes parmi nous? Il est là et ils étaient responsables pour la conversion des bâtiments en Allemagne. Donc, c'est réalisable. Le président a parlé de l'impression 3D. L'impression 3D, c'est un des nouveaux business models de la troisième révolution industrielle. L'ironie, c'est que dans mon pays, on parle de cette mode d'impression et ils vont l'attacher à une infrastructure centralisée du deuxième révolution industrielle. Il n'y aura pas de productivité. Donc, c'est une fabrication qui est distribuée pair à pair et collaboratif. Donc, quand cette région va créer cette infrastructure à 5 piliers pour cette troisième révolution industrielle, les gains de productivité seront énormes. Et l'impression 3D fera partie de toute cette infrastructure. L'impression 3D fera partie intégrante de cette infrastructure. Donc, si vous êtes imprimeur en 3D, établi dans cette région, vous allez utiliser des sources, des codes d'open source, donc il n'y aura pas des brevets propriétaires. Et donc, l'imprimeur va gérer du métal en fusion ou des gravats et des sables et ça va construire un produit en 3 dimensions avec des composants bougeants, qui bougent. Donc, moi, j'ai enseigné dans une école de commerce. Pendant plusieurs années, j'ai dit, on prend un grand morceau, on le découpe, on jette les gâchis, on produit
un produit. Mais il y a beaucoup de gâchis. Mais avec ce mode de fabrication 3D, c'est accumulatif. On construit l'hôtel et on n'utilise qu'un dixième du matériel. Donc une usine de 3D établie dans cette région aura de l'avance sur toute usine du deuxième révolution industrielle au niveau de son matériel. Si vous êtes imprimeur de 3D dans cette région et vous avez une infrastructure du troisième révolution industrielle, vous allez alimenter l'électricité avec une électricité verte produite dans votre propre région. Vous serez plus assujettis aux fluctuations des marchés globaux et vos coûts seront minimes. Vous serez hors concurrence. Et puis, au niveau du marketing, vous pouvez faire du marketing sur des sites mondiaux comme Etsy à un coût minime, quasiment zéro. Donc, marketing au cours de la deuxième révolution industrielle était cher. Les magazines, la télévision, la radio, il fallait des grandes sociétés centralisées pour pouvoir atteindre tout le monde. Aujourd'hui, n'importe qui, aujourd'hui, avec un imprimant 3D, vous pouvez faire du marketing sur des sites comme Etsy. Etsy, ça existe depuis 8 ans. Il y a quelques jeunes universitaires qui l'ont construit et qui l'ont ouvert. Maintenant, il y a 900 000 SME qui souscrivent à ce site et 50 millions de consommateurs sur le site qui achètent des produits des petits SME. Et est-ce que vous savez combien d'argent il faut dépenser pour ce site? Zéro. Une fois la transaction faite, ils payent une petite commission à Etsy. Et si vous êtes imprimeur en 3D dans cette région, avec une infrastructure de troisième révolution, avec un dixième de matériel, votre propre source d'électricité, un marketing à quasiment zéro coût, et puis au niveau du transport et logistique, c'est payé pour pouvoir livrer vos produits à vos distributeurs. Il n'y a pas d'usine centralisée en Afrique, Asie ou en Europe ou n'importe qui peut concurrencer avec une région qui a une infrastructure à 5 piliers qui comprend ce nouveau modèle de production. Les grandes sociétés ne disparaîtront pas. Il y en a quelques-uns qui vont disparaître. Ceux qui vont survivre vont devenir des producteurs à des agrégateurs. Ils vont pouvoir travailler avec des plus petites structures pour pouvoir agréger tous ces réseaux et créer ces réseaux à travers tous les continents. Autre chose dont j'aimerais vous parler. Quant à savoir si cette région réussit ou échoue, ou si les industries de cette région réussissent ou échouent, n'a rien à voir avec les coûts de la main-d'œuvre. S'il y a un facteur qui est important, ce sont les coûts de l'énergie. Au niveau des matériaux, au niveau de la logistique, la Terre, c'est de l'énergie concentrée. Tout est énergie. Et la dernière fois que j'étais là, j'ai déjà dit ce que je vais vous dire. Il y a un petit secret dans le monde économique et les économistes n'aiment pas trop en parler. Mais je vais partager ce secret avec vous et à vous de le dire à vos amis. Quelle est la nature de la productivité? Vous croyez que les économistes ont une idée de ce que c'est? Eh bien, quand Robert Solow a décroché le prix Nobel il y a un demi-siècle de cela, il a dévoilé le secret. La clé à la productivité, on croyait que c'était deux facteurs, le capital machine et le travail et la performance. Le problème, disait Robert Solow, c'est lorsque, au niveau de la révolution industrielle, le capital machine et la performance des travailleurs, le problème, c'est que là ne représente que 40% de la productivité de l'âge industriel. Et donc, Robert Solow s'est posé la question. Mais finalement, d'où viennent les 60% restants de la productivité? Il a dit, c'est une mesure de notre ignorance. Comment se fait-il qu'il n'en avait pas la moindre idée? Maintenant, nous le savons. Voilà la petite anecdote. Mais c'est vrai que l'économie repose sur des métaphores newtoniennes qui ne vous disent absolument rien sur l'économie. L'économie repose sur les lois de la thermodynamique qui ont été découvertes par les chimistes.
L'économie repose sur les lois de la thermodynamique. L'énergie, nous la puisons de la nature sous une forme matérielle ou non matérielle. Elle est disponible pour le travail. Nous la transformons à n'importe quelle étape de transformation. Il y a une perte, il y a une déperdition énergétique. Tout se retrouve dans la terre et nous procédons au recyclage. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Maintenant, après pas moins de 30 ans, nous savons finalement d'où vient le reste de la productivité. Ça vient des efficacités thermodynamiques. N'importe quel ingénieur présent dans la salle pourrait vous le dire. Améliorer vos efficacités vous permet d'augmenter la productivité. 86% de la productivité et de la croissance repose sur l'efficacité thermodynamique. Et donc, on nous dit qu'il faut être plus efficace et les économistes disent que cela ne sera pas synonyme de croissance. Le problème, c'est que les économistes n'ont absolument pas la moindre idée de ce dont ils parlent. Ce qu'il nous faut absolument faire dans cette région avec ces 5 piliers, alors que cette 3e révolution industrielle est en marche, il nous faut absolument nous doter d'une plateforme qui soit la plus productive possible. La 2e révolution industrielle a commencé en 1905 à 3% d'efficacité. Les choses ont bougé depuis. Et maintenant, nous entrevoyons les possibilités grâce à cette nouvelle matrice énergétique que représente Internet. Nous pouvons passer de 14% d'efficacité à 40%. Et de nouveau, l'importance de la thermodynamique montre qu'il y a une limite. Ce que nous allons faire au niveau de cette région, c'est que nous allons nous doter des infrastructures de la 3e révolution industrielle qui vont nous donner vraiment un must en matière de thermodynamique qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Et nous allons commencer à produire des produits et des services pour pas grand-chose. Et nous serons en mesure d'être compétitifs comme nous ne l'avons jamais été à l'époque de la 2e révolution industrielle. Et cela va nous permettre de tourner le dos au carbone. C'est vrai qu'on s'est donné pas mal d'objectifs au niveau du changement climatique, mais pour pouvoir tourner le dos au carbone, il est important d'avoir une vision stratégique qui nous permettra d'être plus productifs en utilisant moins de carbone. Et j'aimerais poser la question suivante aux entreprises de transport. Est-ce que vous croyez qu'un jour vous pourrez arriver à un niveau de coût marginal de 0 pour ces énergies? Bien sûr que non. On peut avoir un niveau de coût marginal pour les énergies renouvelables. Oui, cela est possible. C'est le changement de paradigme. Et c'est ce que nous allons mettre en place ici au niveau de la région. Dernière réflexion. On se pose la question de savoir quelle est la prochaine étape de la fameuse construction européenne. Est-ce que le rêve européen est mort? Non, le rêve n'est pas mort, mais il faut le réveiller. Il faut réveiller ce rêve. Et ce sont des régions telles que la vôtre qui réveilleront l'Europe et Bruxelles. Nous avons 500 millions de consommateurs ici au niveau de l'Union européenne. Nous avons 500 autres millions dans la Méditerranée, dans les pays du Golfe et en Afrique du Nord. 1 milliard de consommateurs. Et lorsque les États-Unis vous disent « mais on vous aime, les Européens, on aime passer nos vacances, on aime visiter vos musées », mais j'aimerais rappeler une chose à mes chers amis américains. Le PNB des 27 États membres de l'Union européenne, qui est une union politique, dépasse ce matin le produit intérieur brut des 50 États des États-Unis d'Amérique. Cette économie européenne est une économie de pointe. Il est important de faciliter, d'accélérer cette 3e révolution industrielle. C'est un peu comme le Wi-Fi. Il est important de jeter les bases de cette infrastructure. Et cela va faire tache d'huile, comme le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui a gagné chaque maison, chaque bureau. Et en 10 ans, tous les continents ont connu le Wi-Fi. Une fois que vous bâtirez cette infrastructure de la 3e révolution industrielle ici, il faudra savoir que si vous avez un excédent d'énergie, eh bien, vous en ferez bénéficier un coin d'Europe. Si en Europe de l'Est, c'est la nuit et que le vent souffle, eh bien, ils auront besoin d'assurer un transfert d'énergie vers l'Irlande. Si dans une région il pleut, ils auront beaucoup d'énergie hydraulique. Ils injecteront de l'énergie dans le réseau. Les énergies doivent être réparties sur les différents continents. Et ce que nous allons faire ici, depuis cette région,
c'est jeter les bases des infrastructures de la troisième révolution industrielle. Et ensuite, nous verrons quels sont les autres nœuds que l'on peut identifier au niveau de la France, au niveau de l'Europe, pour avoir un réseau homogène, pour avoir un réseau de transport homogène, un réseau logistique homogène qui est piloté par les technologies de l'information, pour que ce milliard d'hommes et de femmes puissent entretenir des relations commerciales sans dépendre du carbone, avec un niveau élevé de productivité, avec un niveau élevé d'efficacité, afin que cela puisse se traduire par des emplois et des débouchés professionnels pour les générations à venir du 21e et du 22e siècle. S'il y a une alternative à ce plan, je n'ai absolument aucune idée de quelle pourrait être cette alternative. Réparer les ponts, réparer les routes, essayer de se préparer aux technologies du 21e siècle, je crois que ça ne servira pas à grand-chose. Cela. Et donc, j'aimerais vous laisser sur cette note. Je crois que la technologie est tout à fait faisable. Nous avons besoin d'une échelle, nous avons besoin de nous doter des infrastructures. Mais les technologies ne suffiront pas. Il nous faut un changement de conscience pour faciliter ce changement technologique. Nous pensons toujours à la géopolitique. Il nous faut absolument avoir un changement de conscience, sinon cette transition ne se fera pas. Nous avons des enfants en France, en Europe et dans le monde entier. Et il est important que leur conscience change et qu'ils perçoivent différemment le monde qui les entoure. Les changements de paradigme doivent s'accompagner d'un changement de conscience. Il y a des ados de 14-15 ans partout dans le monde qui rentrent chez eux et qui posent la question à leurs parents, mais pourquoi est-ce que tu utilises autant d'eau pour prendre ta douche? Pourquoi est-ce que la télé est allumée? Personne ne la regarde. Pourquoi est-ce qu'on a 2 voitures? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plutôt du partage de voitures? Et nous avons ces jeunes ados qui rentrent chez eux et qui se posent la question, oui, ma viande hachée, elle vient où? Elle vient d'une vache qu'on a élevée quelque part dans la forêt tropicale. Est-ce qu'ils ont dû enlever les arbres pour pouvoir élever le bétail? Et lorsqu'ils détruisent les arbres, qu'est-ce qui se passe au niveau des espèces rares qui vivaient dans la canopée? Et s'il n'y a plus d'arbres, tout simplement parce qu'il fallait élever du bétail pour faire des hamburgers, eh bien le problème, c'est que les arbres ont disparu, il n'y a plus rien pour absorber le CO2, ce qui va entraîner une élévation de la température. Et certains éleveurs ne pourront pas nourrir leurs enfants à cause de la sécheresse, à cause de l'hamburger sur l'assiette. Et cela est arrivé beaucoup plus rapidement que le World Wide Web. Il y a 20 ans de cela, on ne parlait pas d'empreinte écologique. Les jeunes en France et partout dans le monde connaissent l'empreinte écologique. Ils savent que quoi que nous fassions, que nous dormions, que nous soyons en état d'éveil, a une empreinte écologique qui a un impact sur la capacité de la Terre et qui a un impact sur le bien-être de familles, de créatures, d'éléments de l'écosystème. Même si ce papillon bat des ailes, il a une empreinte écologique. Et ils apprennent que dans nos communautés, au-delà de nos liens sanguins, de nos liens religieux, de nos liens nationaux, ce qui nous réunit, c'est la biosphère. Il y a une énorme interaction, une véritable chorégraphie qui est à l'origine de la vie. Et nos enfants sont là pour relier les points. Et ce que nous allons faire ici, depuis cette région, grâce au gouvernement, grâce à la Chambre de commerce et grâce aux organisations de la société civile, nous allons montrer au monde entier ce que l'on peut faire. Et nous allons le faire rapidement. Nous allons travailler avec le gouvernement, avec les entreprises, avec la société civile. Et nous allons faire de cette région un véritable phare. Il est important de pouvoir sortir, il est important de pouvoir tourner le dos au carbone d'ici 30 ans. Et nous espérons disposer de suffisamment de temps que pour pouvoir reconstruire la Terre. C'est une obligation. Il est important de pouvoir faciliter cette troisième révolution industrielle. Il est important de laisser derrière nous un monde où les espèces pourront continuer à prospérer. Et je suis sûre que cela est possible. Nous pouvons le faire en 30 ans, j'en suis sûre. Nous pouvons montrer au reste du monde que c'est possible. Et si vous le montrez, ils vous suivront. Merci. Je remercie Jeremy Rifkin
pour cette conférence inaugurale. Je vous propose de terminer notre séance d'ouverture en écoutant Jean-François Caron et je passerai la parole pour la conclusion à Daniel Percheron ensuite. Merci. Je vais d'abord commencer par 2 remarques préliminaires. Oui, Jérémy, oui. J'ai une fille de 25 ans. Quand elle rentre chez moi, elle ouvre le frigo, le réfrigérateur, et elle fait un check-up. Et on se fait régulièrement engueuler de tout ce qui est dans le frigo. Donc, s'il n'y a pas que les ados, il y a déjà une génération dans la vie active qui est partie dans cette dynamique. Mais Pascal Pavie m'a raconté avoir les mêmes à la maison. Voilà. Ma deuxième remarque, c'est que nous avons fait une faute sérieuse, parce que nous parlons du pouvoir latéral plutôt que du pouvoir vertical. Et les femmes sont dans la salle, elles ne sont pas à la tribune, je m'en excuse auprès d'elles. Je salue Myriam Coe, je salue Majdouline Sbaï, je salue Martine Filleul, Sandrine Rousseau, Pascal Pavie, Régine Splingard, Christine Batteux. Je m'arrêterai là parce que je pourrais faire toute la salle. Mais ça fait aussi partie de nos changements de comportement et des changements que nous devons initier. Alors, cette introduction liminaire, cette intervention liminaire, ce sera sous forme d'une contribution plus courte que celle de Jérémy, mais Jérémy Rivkin, évidemment, est venu de loin et sa parole est extrêmement attendue. D'abord, je voudrais rappeler que le constat que pose Jérémy Rivkin est posé par un certain nombre d'entre nous depuis longtemps, que les sociétés industrielles sont malades de leur propre croissance, que nous avons dévoré une majeure partie de nos stocks de ressources, mais ça a été très bien dit, et qu'il faut désormais racler le sous-sol pour en arracher de quoi faire tourner la machine. Et avec mes mots, évidemment, je dirais que ce modèle n'est plus durable, n'est pas durable, et il est mort. Il est temps de basculer d'un ancien modèle vers un nouveau et d'engager la transition. Ce qui pose des questions redoutables, ça vient d'être dit, des questions technologiques, mais aussi des questions psychologiques, des questions de résilience, et que le sujet qui nous est donné de traiter est tout sauf un sujet d'ingénieur. Nous avons besoin des ingénieurs, mais nous avons besoin d'une lecture sociétale de cette mutation. Et cette réinterrogation de nos modèles passe par une mue des représentations, par les changements de comportement. En région, on a déjà évoqué avec vous, Jérémy, cette question. Nous avions démarré, permettez-moi, faire un petit retour en arrière, il y a 20 ans, mais ici c'est aussi l'expression de la diversité des parcours de chacun. Nous avions démarré cette vision transformatrice avec Marie-Christine Blandin, qui avait été la première présidente de région écologiste dans la région peut-être la plus industrielle de France. Et peut-être que c'était un signe que cette région était engagée déjà dans une logique de résilience, même si ça prend du temps, la résilience, à l'échelle des sociétés. Je rappelle quand même donc cet épisode qui a fait partie des étapes des basculements dans le changement des représentations. Et donc, rappelez que depuis ces 20 ans, un certain nombre de nos productions, vous l'avez dit, votre chief executive, Skip Leitner, l'a constaté, nous avons énormément investi dans cette vision de la transformation, nos différents schémas, le schéma régional d'aménagement du territoire, le schéma régional de développement économique, le plan climat, le SRKE, schéma régional climat, air, énergie et d'autres. Et des politiques publiques ont commencé à être profondément infléchies. Et donc, je pense que nous sommes particulièrement bien positionnés à l'échelle française et même européenne pour faire la jonction entre finalement une prise de conscience que nous impose notre modèle pour une part d'hier et cet engagement qui s'est installé progressivement. Mais avec vous, Monsieur Rivkin, le constat devient partagé beaucoup plus largement et je vous en remercie. Parce que votre récit soulève de l'enthousiasme et de la dynamique de rassemblement, c'est ce qui me semble le plus important dans ces 3 jours, au-delà des aspects techniques que nous allons traiter. Nous sommes dans une dynamique de rassemblement. Et donc, nous sommes ensemble pour faire émerger dans le brouillard la perspective d'un nouveau modèle. Et ce qui est tout à fait significatif, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes des représentants des institutions publiques, vous êtes des représentants du monde économique, des universités,
Et nos chemins, peut-être, étaient parallèles, étaient proches, mais ne se croisaient pas forcément. Et donc, ce qui nous est donné, c'est de faire chemin partagé, chemin commun, finalement, pour la construction de cette nouvelle région. Ce qui veut dire que nous avons un enjeu d'appropriation. Vous avez évoqué l'écart entre les routines quotidiennes et l'ampleur des bouleversements annoncés. Alors peut-être que vous vous dites, ce midi, il n'y aura pas de viande à manger, demain midi non plus, après-demain midi non plus. Je dois vous avouer que je n'ai pas vérifié. Mais ça mériterait de se poser la question. Voilà. Nous avons donc besoin d'une vision, mais nous avons aussi besoin de démonstrateurs. J'aime employer l'image, vous me l'avez déjà entendu dire au forum d'orientation, de l'étoile et des petits cailloux blancs. Nous avons une étoile, une vision, parce que sinon, ce n'est pas mobilisateur et on ne se lève pas pour se mettre en route. Mais nous avons besoin de petits cailloux blancs qui balisent le chemin de la transformation. C'est pourquoi notre enjeu, dès ce séminaire, dès ces 3 jours, c'est de commencer à inscrire 2014 dans nos actes, des pilotes, des projets pilotes, des démonstrateurs. C'est tout à fait important et je vous incite dans les groupes de travail à réfléchir sur ce sujet. J'ai regardé vos différents master plans, cher Jérémy Rifkin, et votre comparse, Skip Leitner, nous disait que ce qui le frappait, c'est que beaucoup étaient d'une logique top-down et que nous nous inscrivons dans une logique bottom-up. Je crois que c'est tout l'enjeu du master plan Nord-Pas-de-Calais. Faire en sorte que nous capitalisions l'immense travail déjà réalisé, et vous avez pu le constater par les documents qui vous ont été traduits et que nous avons passés, avec votre vision, avec l'enthousiasme et l'élan que vous nous apportez. Et c'est pour ça que je pense que cette région a finalement une opportunité extraordinaire, ce sera ma conclusion, de transformer l'essai, comme on dit au rugby. D'abord parce que bottom-up est beaucoup plus porteur d'intelligence collective et de créativité, ce qui en plus permet de coller aux caractéristiques de notre territoire qui n'est pas la France, qui est un territoire tout à fait particulier, mais surtout parce que la démarche bottom-up et donc la démarche de coproduction, elle est porteuse d'appropriation et donc d'engagement. Si chacun contribue, alors chacun va participer à la mise en œuvre. Et je pense que c'est ça qui vous intéresse et qui nous intéresse. Avant d'entrer dans les groupes de travail, je voudrais quand même interpeller Jérémy, Skip et vous tous sur les 2 groupes de travail spécifiques que nous avons souhaités par rapport aux 5 piliers que vous portez régulièrement. Le premier, je vais très vite parce que je ne suis pas expert, mais on y reviendra dans les groupes, c'est tout ce qui touche à la question de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire réfléchir solutions intégrées, partir des besoins. Par exemple, image que j'avais prise l'autre jour, quand aujourd'hui vous achetez ce portable, en fait vous achetez une solution intégrée de télécommunication avec un fournisseur d'accès, avec un certain nombre de services, et l'objet devient la résultante d'une démarche intégrée, d'une entrée par le besoin et par l'usage. Et donc toute cette question-là absolument fondamentale qui a été travaillée dans un groupe spécifique, je souhaite vraiment que chaque groupe de travail se pose cette question de manière à ce que le changement dans les représentations concerne aussi cette façon de concevoir la mutation par l'économie de la fonctionnalité. Le deuxième groupe de travail auquel nous tenons beaucoup, et vous l'avez abordé en permanence dans votre exposé, c'est tout ce qui touche au concept de l'économie circulaire. Il se trouve que cette région a une avance par rapport à beaucoup de régions en France. En effet, nous sommes dépendants de plus en plus de matières rares, donc chères, donc antisociales, puisqu'il deviendra de plus en plus difficile demain pour un travailleur au SMIC d'aller travailler à plus de 10 ou 20 km de chez lui, simplement parce que le prix de l'énergie, par exemple, aura tellement explosé qu'il ne pourra plus aller travailler. Et donc, on voit bien qu'on est dans des entrées pas seulement technologiques, pas seulement environnementales, mais aussi profondément sociales. Alors, l'économie circulaire, finalement, nous propose de muter, mais c'est ce que vous nous proposez en permanence, de muter du modèle du gaspillage et du jetable, vers le modèle du recyclage, ce qui donc va poser des questions de société puisque nous sommes dans une société d'hyperconsommation et nous avons une addiction
à l'hyperconsommation. Et ça fait partie de nos sujets qui touchent peut-être plus au ressort psychologique et au sens social et humain que directement sur des questions technologiques. Voilà. D'autre part, cette économie circulaire est aussi un enjeu de réindustrialisation pour notre région et un enjeu de relocalisation de nos activités dans notre région. Et donc, ça n'est pas qu'une question philosophique, c'est aussi une question directe d'efficacité énergétique, d'efficacité économique, pardon. Voilà. En conclusion de cette introduction, je suis donc très heureux de constater déjà beaucoup de signes positifs depuis que nous avons lancé ce travail. D'abord, souligner l'exceptionnelle vitalité des groupes de travail qui sont tous présents ici et l'investissement des équipes de la région et de la CCIR. Merci à notre DGS, M. Duruflé, à M. Tivol, à M. Langlais, le secrétariat permanent, l'ensemble des animateurs des groupes de travail, parce que le travail a déjà été tout à fait considérable. Remercier aussi M. Skip-Leitner d'être venu passer plusieurs jours avec nous. Nous avons notamment pu organiser une rencontre avec les vice-présidents de région et je pense que c'est très important que l'institution régionale, pour le traduire demain dans ses politiques, soit très impliquée. Et puis, peut-être dire en conclusion que notre chance, cher Daniel Percheron, cher Philippe Vasseur, c'est que notre société est en attente d'une perspective. Je pense qu'il y a un mouvement généralisé de flottement et de perception d'un monde qui s'en va et sans véritablement que le monde nouveau apparaisse. Et donc c'est une immense opportunité pour notre région d'être en première ligne, d'être le lieu où se précise cette perspective, cette vision. Alors je souhaite simplement à chacun bon courage pour ces 3 jours et je vous ferai ma dernier petit message. Soyez pertinents, mais soyez aussi impertinents. L'enjeu en vaut la chandelle. Je vous remercie. Très bien, alors c'est à moi non pas de conclure, mais de m'inscrire dans cette chaîne de première prise de parole en tant qu'élu régional, bien sûr, et après la présentation très structurée d'un libéral social comme Philippe Vasseur, après la prophétie de Jérémy Rifkin, le credo d'un élu écologiste, Jean-François Caron, j'apporterai donc quelques contributions modestes d'un contremaître de la social-démocratie pour essayer d'esquisser parmi vous, aux côtés de notre prophète américain, le mode d'emploi de la rencontre et de ses conclusions, le mode d'emploi entre le choc Jérémy Rifkin, qui nous vient des États-Unis, qui parle, comme parlait Kennedy, de la nouvelle frontière en parlant de l'espace, comme Al Gore évoquait les autoroutes de l'information, oui. Et puis aussi pour nous, ce n'est pas indifférent, comme Lyndon Johnson, si méconnu, parlait de la nouvelle société, juste au tournant des années 64, donc qui parle d'une des utopies du XXIe siècle pouvant garantir, apporter le progrès. Et bien sûr, en tant que président socialiste, j'apprécie cette langue exceptionnelle qu'est les futurs. Par moments, je me sentais dans une mine de Carmaux, écoutant Jaurès, abordant la question sociale et parlant du paradis qui attendait les salariés si durement exploités. Au cœur de cette prophétie, il y a la question environnementale, la survie de la planète, les moyens humains, technologiques, le génie du cerveau humain mobilisé pour la résoudre alors que nous ferons vivre et s'aimer, je l'espère, 9 à 10 milliards d'habitants, là où au moment des grottes de Lascaux, quelques dizaines de milliers, à travers leurs peintures, pensaient survivre. Donc le défi est d'importance. Deuxièmement, le contexte. Comment allons-nous faire? Vous connaissez le contexte, il est exceptionnellement, comment vous dire, aigu, pointu. Premièrement, nous sommes obligés d'avouer, nous les Français, que
le modèle anglo-saxon, le capitalisme anglo-saxon est devenu le nôtre, en Europe et en France. Et nous l'avouons, oui, à demi-mot, à demi-éditorial, oui, bien sûr, à demi-campagne. Et nous l'avouons alors que nos compatriotes, je le rappelle à Jérémy, à 77% sont défavorables à l'économie de marché. Bref, nous sommes dans un modèle planétaire qui s'appelle, notamment dans les démocraties, les grandes démocraties, les grands continents ou ensembles continentaux, le capitalisme anglo-saxon. Et si nous ne le savons pas tout à fait, que nous sommes rentrés dans ce modèle après une dérégulation acharnée où chacun a pris sa part, à gauche et à droite, c'est qu'en même temps, dans un pays comme le nôtre, nous avons développé l'État-providence. Et si nous en souffrons, c'est parce qu'en même temps, nous avons réalisé aussi que notre base industrielle disparaissait soudain, corsetée par l'euro, vraisemblablement, et par le libre-échangisme mondial, à un rythme que nous n'avions jamais envisagé. Alors, tous ensemble, ici à la région, mais je pense dans la nation, nous parlons stratégie, nous parlons avenir, nous parlons État stratège, pourquoi pas région stratège, nous parlons réindustrialisation. Et Jérémy Rifkin nous apporte l'une des lectures sûrement les plus pertinentes, les plus évidentes, la réindustrialisation de notre pays à partir de la transition énergétique. Et nous savons ce que c'est que l'industrialisation à partir de l'énergie, le bassin minier, et nous savons ce que c'est que la période de douleur qui s'appelle la transition énergétique, puisque le charbon étant mort, oui, cela fait 40 à 50 ans que nous luttons pour retrouver, au fond, l'élan et la force qu'il nous avait donné. Voilà donc le contexte. Alors, bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir Louis Gallois sous la main et se dire « je vais aller chercher le symbole même de ce que j'appellerais l'intelligence publique-privée, la dimension des grandes entreprises et aussi la capacité de fabriquer de l'Europe concrètement, je pense à EADS, et tout le monde ne peut pas faire cela, mais nous allons essayer de le faire à partir de ce dialogue dans le cadre de notre région. En sachant bien sûr que Jérémy Rifkin ne s'adressait pas à un État américain, il ne s'adressait pas au Michigan, hein, il ne s'adressait pas à un gouverneur ou à des élus qui ont la possibilité, par exemple, de voter ou de ne pas voter la peine de mort. Ouais. Non, non, pas du tout. Il s'adressait à une région dont les nouveaux jacobins, sans cesse à l'ouvrage dans notre pays, ont rogné, par exemple, le pouvoir fiscal depuis quelques années. À une région qui, dans la future loi aujourd'hui, se voit au fond réduite à la décentralisation congrue. Bref, une région dont on discutera inlassablement, oui, la force, les prérogatives, puisque chez nous, l'État ayant fait la nation, à chaque fois que l'État est sur le point de faire la région, il a le sentiment qu'en faisant la région, il va défaire la nation et qu'il a la tentation de reprendre d'une loi ce qu'il a difficilement accordé par une autre loi. Donc c'est aussi ce déséquilibre dans la prophétie et dans les moyens d'une région qu'il va nous falloir maîtriser. Sur la transition énergétique, ça va être passionnant. Passionnant parce que, regardez, parmi nous, il y a Eugène Cortel, là. Ça va être passionnant parce que quand vous regardez la consommation énergétique, l'énergie dans le Nord-Pas-de-Calais, vous apercevez par exemple que, ici, chez nous, la sidérurgie consomme plus d'énergie, 26%, que les transports dans leur totalité ou que l'habitat dans sa totalité. Donc ça veut dire que dès que nous allons aborder la transition énergétique, et nous allons l'aborder concrètement, dès tout à l'heure, nous sommes au cœur de l'exception Nord-Pas-de-Calais, dans l'usage de l'énergie. Nous ne pouvons pas dire, hein, avant d'avoir précisé, mais vraiment précisé notre pensée, oui à la transition énergétique, oui, et par conséquent, qu'importe la sidérurgie ou qu'importe les grandes industries d'hier, et peut-être d'une certaine manière de demain, dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce que M. Cortel représente le génie français, aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. Un grand service public, une entreprise leader dans le monde, de l'atome, un savoir-faire inégalé,
et des perspectives qui font partie de notre destin collectif. Bref, soyons très attentifs à ce qu'il s'agit de Jérémy Rivkin et du Nord-Pas-de-Calais sur les grands enjeux. Ceci étant dit, n'y voyez nul frein, mais nous ne pouvons débattre, tous rassemblés, que loyalement, honnêtement. Et la démarche que nous avons voulue est une démarche d'une telle originalité, et elle promet tellement, si nous la menons ensemble, que nous sommes à l'argument près. Et que dans nos groupes de travail, dans nos forums, dans nos séminaires, dans nos conclusions, nous serons à l'argument près. Ceci est notre devoir, mais ce sera aussi l'honneur de la démocratie. Alors la question qui se pose, c'est comment allons-nous faire? Et moi aussi, j'ai lu tous les master plans, je trouve ça absolument passionnant. Eh bien, nous allons nous intéresser, au fond, aux investissements des 20 ou 30 prochaines années. Nous allons, ici, dans cette région qui est encore une région industrielle, qui passionnément souhaite le rester, dans une région dont Jean-François montrait que le programme génétique avait été en quelque sorte modifié dès les années 92-93, nous allons voir comment nous pouvons concrètement avancer, car l'obsession de Philippe Vasseur, à la tête de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, c'est d'avancer, et c'est de concrétiser. Et la volonté de Pierre de Saint-Aignan, au sein du schéma régional de développement économique, c'est de concrétiser et donc d'avancer. C'est ainsi que nous sommes fondamentalement d'accord. Et je pense que le département, Martine, que les communautés d'agglo, que les chambres de commerce, réunifiées, simplifiées, homogénéisées, sont profondément d'accord. Nous allons nous occuper tout simplement des maisons. C'est le programme que nous esquissons, et nous allons plus loin que l'esquisse pour l'instant, de nos 100 000 logements, de l'économie d'énergie, pour faire en sorte que la maison dans le Nord-Pas-de-Calais soit en partie au rendez-vous de Jérémy Rivkin. Nous allons nous occuper de notre mobilité, bien entendu, pour faire en sorte que dans la région où on fabrique la voiture électrique, le territoire soit au rendez-vous en tant que troisième région industrielle d'Europe dans l'industrie automobile, de l'écomobilité électrique. Nous allons nous intéresser au réseau Internet, à ce gisement et à la fibre optique qui apportera l'intelligence à l'utilisation de la transition énergétique. Et nous avons déjà un plan, en quelque sorte, qui s'appelle le plan numérique du Nord-Pas-de-Calais. Les enveloppes financières ont été grosso modo délimitées, le partage entre public et privé a été clairement indiqué et jusqu'à présent respecté. Nous allons mettre investissement et vraisemblablement bouchée double pour que le territoire tout entier soit intelligent à l'heure de la demande rivkinienne. Et nous pourrons ainsi tout simplement décliner, conjuguer les piliers, les 5 piliers, nous allons le faire, et éventuellement accompagner, anticiper l'économie de la fonctionnalité et l'économie circulaire. À quel niveau? Si on prend Utrecht, il s'agit au fond, l'idéal serait, dans la transition énergétique, pour la société décarbonée que nous propose Jérémy Rivkin, et pour tous les progrès technologiques et de l'emploi qui l'accompagnerait, de 1% de notre PIB. Nous avons un PIB de 90 milliards dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous devrions donc, ensemble, au sein du schéma régional de développement économique, mobiliser au minimum 900 millions d'euros par an d'investissement public et privé. Vous me direz, c'est énorme, puisque notre économie se caractérise par la faiblesse de l'investissement dans l'économie de la recherche, notamment dans l'économie de la recherche-développement. Et que le capital risque chez nous, même intelligent, même régionalisé, je pense notamment à Finorpa, au partenariat public-privé, est loin de ces niveaux. Mais prenez Éric Hiquet, un investissement de 500 millions d'euros dans le métro de Lille, dans l'écomobilité, et vous voyez tout de suite, si on revient aux fondamentaux, que nous serons en mesure, au sein du schéma régional de développement économique, si nous jouons tous le jeu, d'être à 1%
de l'investissement tel que nous le définirons par rapport au PIB. J'ajoute que nous allons avoir 3 outils à notre disposition. Les 10 milliards de l'État, pourquoi pas, hein, même si dans les investissements d'avenir, nous avons été littéralement bannis par les structures parisiennes. Je pense à l'université et je pense à la recherche. Nous ferons appel, peut-être sans trop d'illusions, mais nous ferons appel de ce bannissement. Mais nous avons l'autre outil de l'État qui s'appelle la BPI. Et la BPI vient à notre rencontre avec M. Dufourcq, avec des élus prestigieux ou prestigieuses, c'est mon côté parité, oui, avec notamment Madame Royal, qui représente quand même 0,3 ou 0,4% des exportations industrielles françaises. Elle viendra donc, oui, à notre rencontre, et elle vient à notre rencontre avec M. Rousset, qui représente 1% des exportations françaises. Nous en représentons 9, ce qui explique que nous n'y siégeons pas. Oui. Il viendra donc à notre rencontre, et elle ne sera pas déçue de nous rencontrer, parce que nous aurons notre feuille de route. Nous aurons notamment notre feuille de route lorsque nous la verrons. Et puis, il y a les fonds européens. Les fonds européens, nous allons sortir d'1 milliard d'euros, compte tenu des critères, compte tenu de la nouvelle notion de région en transition, nous en demanderons 1,5 milliard. 1,5 milliard. Car, comme je le disais, je vous rappelle qu'il y a 4 régions qui gagnent la vie de l'Hexagone en termes d'exportation, l'Île-de-France à 16, Rhône-Alpes à 12 et le Nord-Pas-de-Calais à 9. Les autres, oui, font pratiquement de la figuration, et malgré Airbus, malgré la concentration toulousaine, nous sommes devant Midi-Pyrénées à 50% de plus. Donc si le modèle que nous allons adopter, l'avenir que nous allons tutoyer, oui, ne s'appuie pas sur un effort spécifique de l'Europe, au moment où elle se tourne, comme l'a dit Jérémy Rivkin, vers la transition énergétique, oui, vers l'économie décarbonée, vers la société de la connaissance, vers les réseaux intelligents, c'est à n'y rien comprendre. Donc les fonds européens seront essentiellement conditionnés de notre part à cette feuille de route que nous serons les seuls à présenter au niveau de l'Europe et au niveau surtout du filtre toujours dangereux, toujours mesquin du pouvoir national en ce qui nous concerne. Donc, raison de plus pour être fondamentalement attentif à ce que nous allons faire ensemble. Et puis, sur l'Europe, il y a aussi la BEI, la Banque européenne, qui, de ce point de vue, libère à 50 ans, c'est la perspective qui nous est proposée, libère des sommes telles que nous pourrons être au rendez-vous de notre 1% minimum d'investissement dans cette rencontre qui est tout à fait exceptionnelle, tout à fait passionnante, oui, entre un Américain prophétique et une région qui a bien des vertus, dont la patience, dont la capacité d'écoute, dont la discipline et dont la cohésion. Voilà. Il n'y a pas que les subprimes qui viennent des États-Unis, hein? Oui. Il n'y a pas que les bulles qui éclatent aux États-Unis. Il y a aussi des idées, des voix comme celle de Jérémy Rivkin, oui, et des perspectives que nous allons ensemble adopter, préciser, passer au tapis du réel et que nous allons porter. Je ne vous dis pas qu'une liste aux prochaines régionales, Rivkin-Caron, fera 50%. Non. Je ne peux pas vous le promettre. Vous me direz peut-être qu'avec Percheron en queue de liste, ça pourrait aller jusqu'à 12. Ce serait déjà bien. Oui. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est que, comme le disait Jean-François, dans cette période très particulière où les Français hésitent, où ils ont du mal à fixer en quelque sorte l'horizon, même si individuellement, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, ils sont plus de 80%, M. Rivkin, à se déclarer heureux de vivre là où ils vivent et de vivre comment ils vivent. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que nous aurons ensemble, dans notre diversité, beaucoup de choses à dire. Préparez votre agenda. Nous allons être en campagne électorale à la française pendant 2 à 3 ans, M. Rivkin, et je pense que tous les partis de la région vous solliciteront pour une heure éblouissante dont vous avez le secret et dont vous venez de nous faire bénéficier. Vive Jérémy Rivkin et vive le projet Rivkin du Nord-Pas-de-Calais. Je vais faire une révélation à Daniel Percheron.
c'est un scoop, il ne faudra pas qu'il le répète, il n'y aura pas de liste Jérémy Rivkin aux prochaines élections régionales. Parce que Jérémy Rivkin n'appartient pas à un parti ou à une partie de cette Assemblée, il appartient à tout le monde. Voilà. Et ce que nous voulons faire autour de lui, avec lui, c'est précisément rassembler les contraires. C'est faire en sorte que nous puissions trouver le dénominateur commun, en espérant que ce ne sera pas le plus petit dénominateur, mais le plus grand dénominateur, qui puisse, indépendamment de ce qui existera dans les débats électoraux, je ne suis pas inquiet, vous arriverez toujours à trouver, et je parle d'expérience, des modes de différenciation. Voilà. Mais c'est vrai que notre expérience, notre tentative, l'énorme défi qui nous attend, on vient de le voir ce matin, ne peut être relevé et que notre démarche ne peut réussir que si nous sommes capables de penser à l'avenir de cette région et de sa population indépendamment de nos préoccupations électorales et politiques pour les uns et pour les autres, parce que même moi, cher président Percheron, même moi, dans ma chambre de commerce, je suis un élu, ne l'oublions pas, représentant peut-être pas du peuple souverain, mais des entreprises dont nous avons bien besoin dans cette région. Notre séance inaugurale est terminée. Vous avez pu voir que les défis qui nous attendent sont vraiment considérables. On va essayer de les relever. On va essayer de les relever en remerciant toutes les personnes qui sont ici et celles qui se trouvent dans la salle. Mais pour des questions de méthode, puisque maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans le concret, dans nos 3 jours donc de séminaire, nous allons maintenant laisser opérer Claude Langlais, notre directeur de projet, et nous nous retrouverons bien évidemment en séance plénière mercredi pour la conclusion de ces travaux. Merci Philippe. Rassurant Philippe Hetzel. Merci. Juste 2 mots d'organisation. Je rappelle que c'est un point charnière du projet, c'est un séminaire de travail, c'est un lieu de rencontre et les discours qui viennent d'être faits montrent quelle est notre responsabilité. Nous avons 3 jours et un ambitieux programme. Les groupes de travail et les experts qui sont venus et qui accompagnent Jérémy Rivkin vont maintenant travailler ensemble jusque demain soir. Vous êtes invités à revenir dans cet hémicycle mercredi 15 au matin pour avoir la restitution de leurs travaux et mercredi 15 après-midi pour avoir la séance de synthèse et de conclusion. Je donne donc rendez-vous dans 10 minutes de l'autre côté en salle de commission permanente aux experts et aux groupes de travail. Pour tous ceux qui voudraient suivre leur débat, ce sera possible dans la salle polyvalente. Enfin, je voudrais vous donner un dernier mot qui vient d'un homme politique italien. Je vous laisse le retrouver. Il y a un siècle à peu près, il a dit une phrase que j'ai découverte récemment et que j'aime beaucoup. Il nous faut maintenant allier le pessimisme de l'intelligence, car peut-être c'est ce que nous avons découvert dans certains propos, à l'optimisme de la volonté. Eh bien, c'est ce qui nous anime depuis déjà plusieurs mois, c'est l'optimisme de la volonté, et je souhaite que cela continue. À très bientôt.